Keke Rosberg, Denny Hulme et Phil Hill, ce sont les 3 champions du monde que tu ne connais pas, que nous avions vus la dernière fois dans cette petite série de chroniques consacrée aux champions du monde de l'histoire que tu ne connais pas, ou que tu connais certainement de nom mais que t'en sais pas plus, ou alors que tu connais parfaitement mais qu'on va faire style pour la vidéo que tu les connais pas quand même. Je vais vous proposer aujourd'hui de revenir sur un total de 3 autres pilotes supplémentaires qui ont marqué l'histoire à leur toute petite échelle, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier sur le grand plateau général de ceux qui constituent les plus grands champions du monde, les plus grands pilotes de toute l'histoire. Et pour introduire cette émission, je me suis dit un petit peu comme la dernière fois, on va aborder un nom qui est un petit peu connu, qui est beaucoup oublié et qui figure très souvent tout en bas de la liste, parmi ceux qui s'amusent à lister les meilleurs champions du monde, des plus talentueux aux moins talentueux. Je parle du seul champion du monde africain, je parle du seul champion du monde que personne ne sait complètement écrire son nom, je parle de Jody Scheckter. Et oui, il faut admettre que pour déjà faire une liste des champions du monde, faut savoir écrire leur nom. Autant Rosberg, Hulme ou Hill, ça va. Alors que Scheckter, bon, ça vient pas naturellement. Petite astuce, il faut doubler toutes les consonnes auxquelles tu peux penser. Alors je disais, Jody Scheckter, c'est quand même un nom assez connu quand on s'intéresse un minimum à l'histoire de la Formule 1. Il a été pendant plus de 2 décennies, enfin quasiment 2 décennies, le dernier champion du monde chez Ferrari, avec son unique titre enregistré en 1979, et il a fallu attendre jusqu'à 2000 pour que Schumacher remporte un titre pilote pour Ferrari, même si entre-temps il y a eu quelques titres constructeurs qui sont glissés. C'est le seul pilote qui a gagné un grand prix avec une voiture à 6 roues avec la célèbre Tyrrell P34, et Jody Scheckter, c'est indiscutablement un des plus grands pilotes des années 70, c'est-à-dire que même sans son titre, ça aurait été un pilote qu'il aurait été impossible de ne pas mentionner lorsqu'on liste les plus grands pilotes de cette décennie. Et pourtant, en plus d'être un champion du monde qu'on connaît pas trop vraiment, c'est aussi un champion du monde que personne n'a vu venir, ce qui contribue peut-être aussi à son image de champion du monde un peu oubliable. Mais pourquoi affirme-je que c'est un de ces champions du monde qu'on n'a pas vu venir? Eh ben, on va remonter au tout début de sa carrière, on va voir que c'était très mal parti pour lui. Déjà, comme je le mentionnais, il est sud-africain, et là-bas, la compétition automobile n'est pas particulièrement développée. Il y a évidemment une culture automobile en Afrique du Sud, même une très belle culture automobile, mais qui n'est pas autant développée que ce qui est le cas en Amérique ou en Europe. En pilote sud-africain marquant, je pense peut-être à Tony Max dans les années 60, mais par-dessus tout, je pense au Grand Prix d'Afrique du Sud, qui est arrivé assez rapidement dans les années 60. De mémoire, la première édition arrive en 1962 sur le tracé à East London, le tracé Prince George, qui voyait la finale entre Clark et Hill. Et on avait tous les ans des courses en Afrique du Sud de Formule 1. On avait un genre de coupe, une série de compétitions en Afrique du Sud où il y avait 3 à 4 courses. Il y avait le tracé de East London ou de Kyalami qui en faisait partie. C'était au mois de décembre. Il y avait quelques autres circuits. La plupart du temps, c'était des épreuves hors championnat, mais généralement, chaque saison, il y avait une de ces courses qui était inscrite au calendrier du championnat du monde. Donc déjà, ça montre qu'il y avait une petite culture, mais l'Afrique du Sud n'est pas un pays qui a fait sortir beaucoup de pilotes. Donc pour réaliser son rêve de devenir pilote automobile professionnel, Scheckter a dû partir assez jeune en Angleterre pour essayer de se professionnaliser. Il a roulé un peu avec des Renault à droite à gauche, et il s'est assez rapidement fait remarquer. Remarqué au point où l'écurie McLaren engageait une voiture spécialement pour lui fin 72. Je rappelle qu'à l'époque, les équipes pouvaient engager 1, 2, 3, parfois 4 voitures dans ces années-là. Généralement, c'était 1 ou 2, et McLaren, sur quelques grands prix, ils ont donné sa chance à Scheckter. Et tout de suite, il a ébloui. Il allait très vite, il faisait des belles positions en qualification, de très belles courses, mais tout n'est pas rose pour Scheckter, puisque il y a eu tout d'abord des erreurs, tout simplement, pendant ces Grands Prix, qui ont ruiné ses résultats. Mais déjà, dans les années 70, on le rappelle encore une fois, les jeunes pilotes ont très très peu d'expérience. C'est pas comme aujourd'hui où ils passent des heures sur les simulateurs, où les équipes ont une connaissance aussi poussée qu'aujourd'hui de leur machine. On est vraiment sur une
grosse période d'apprentissage pour n'importe quel rookie. Et qui plus est, il était vraiment très jeune à ce moment-là, puisqu'il venait tout juste d'avoir une petite vingtaine d'années, ce qui est encore une fois très jeune à cette époque. Donc, on se dit, il y a un très beau potentiel dans ce pilote. Et c'est pour ça qu'en 1973, McLaren continue à lui confier un troisième volant, et il continue à faire de très belles choses, mais en tout début de saison, il est coupé en plein dans son élan à cause de ce qui s'est passé au Grand Prix d'Angleterre. Je reviendrai bien évidemment plus en détail dessus quand je ferai ma rétro sur la saison 73, mais pour la faire courte, il a été totalement responsable d'un énorme carambolage qu'il y a eu au deuxième tour, en perdant le contrôle de sa voiture, en plein milieu dans le peloton. Les autres pilotes ont dû l'éviter, et ça a causé un énorme carambolage. Miracle, il n'y a eu aucun blessé, pourtant c'est enregistré comme le plus gros carambolage de toute l'histoire, parce qu'il y a eu plus de 13-14 voitures de mémoire qui ont été impliquées dedans. Tous les pilotes, à la fin de ce crash, ils sont tous tournés vers Jody Scheckter, et tout le monde a dit: c'est pas la première fois, t'as déjà fait 2-3 accidents, t'es un gamin, on veut plus te voir. Il y a vraiment eu un conseil des équipes, tout ça, qu'on dit non, ce pilote, il n'aura plus le droit de rouler en Formule 1. McLaren, voyant qu'il y avait quelque chose dans ce pilote, l'équipe a dit: ce qu'on va faire, on va le punir, Jody Scheckter, on va le punir pour quelques grands prix. J'espère que j'ai convaincu ce moustique de pas revenir dans le champ, parce que je suis pas sûr qu'il va me filer les droits à l'image pour que je diffuse ça sur Internet. Bref. Je disais donc, McLaren propose de sanctionner Scheckter pour quelques grands prix, les autres équipes acceptent, et Scheckter ne revient qu'en toute fin de saison. Il reste 2 courses au calendrier, c'est la tournée américaine, Canada puis États-Unis, et pour son 5e Grand Prix en Formule 1, donc, Scheckter est à nouveau bien qualifié, il fait une belle course un peu aux avant-postes, mais même pas passé le premier tiers de course, il cause un accident avec François Sévère. François Sévère sera très énervé contre le pilote sud-africain, il va même à nouveau totalement le détruire et l'anéantir dans les médias. Et on part un peu sur cette base extrêmement péjorative. Et Jody Scheckter, ça le marque terriblement, ce moment. Mais ce qu'il y a vraiment de pire et de plus marquant pour Jody Scheckter, c'est que François Sévère, il aura même pas le temps de se réconcilier avec lui, il aura même pas le temps de lui prouver qu'il a tort, que au week-end suivant, François Sévère a un accident catastrophique et sanglant, il n'y a pas d'autre terme, au Watkins Glen, et il est la première voiture qui arrive sur les lieux de l'accident. Il sort de sa voiture naturellement, il assiste à quelque chose qui est décrit comme inhumain à regarder. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. La voiture de Sévère est passée par-dessus le rail, le pilote a été totalement déchiqueté, il n'y a pas d'autre terme. Et la dernière fois qu'il a parlé à ce pilote, il était en train de l'insulter et de lui dire qu'il était beaucoup trop dangereux. Well, I was the first one on the scene. I remember him coming down the pits. I came out then, I saw a bit of the car in front, in the middle of the track, and I couldn't see. Then I looked over there, and the rest of the car was in between the guardrails, which was happening at that time. The cars hit the guardrail, it opened, and then it hit a post, just cut it in half. And I jumped out because there were a lot of fires in those days, or just the end of the fires. And it's funny, I just remember the battery was sparking, and I went to grab his safety belts, and then I don't know what I saw, but I just knew it was over, and just walked back, and all the cars had stopped, and I just said, go away. I suppose that was the first, death that I'd ever been involved with or close to. And I remember everybody carried on more or less the same as before. And I wanted to stop and say, hey, somebody's just died, you know. I took it differently from there, I think. Or looked at it differently. I don't know if I drove any differently. L'ironie complète de la situation fait que Scheckter a justement été choisi par l'écurie Tyrrell pour venir à la rescousse, pour remplacer Jackie Stewart qui prenait sa retraite et François Sévère, du coup, qui avait perdu la vie. Et là, il y a zéro déception, c'est peut-être même une des grosses surprises, puisqu'il termine 3e du championnat, il prend des 2-3 victoires pour sa première saison chez Tyrrell. Alors,
Peut-être que si Sever ou Stewart avaient été encore là, il y aurait eu des chances de prendre le titre, mais je le rappelle, c'est sa première saison complète en Formule 1 à Jody Scheckter, et c'est une saison qui va tenter d'aborder sous un angle différent en tant que pilote. Il va même commencer à devenir un pilote extrêmement réputé pour être un petit épicier pendant les Grands Prix. C'est pas celui qui va se qualifier le mieux, et pourtant il est quand même extrêmement rapide, mais il va surtout exceller dans les courses, il va exceller sur les tracés difficiles, il va exceller quand il va falloir ménager sa mécanique, ménager ses pneumatiques et ne pas faire d'erreurs. Malheureusement chez Tyrrell, avec 2 pilotes un peu jeunes peut-être et une course au développement qui ne suit pas vraiment, les saisons suivantes sont plus compliquées. Pourtant il va continuer à gagner une autre course en 75 et en 76 avec l'approche de la voiture à 6 roues, la P34 que je mentionnais plus tôt, il va quand même réussir à remporter un Grand Prix dans une voiture qui n'était pas vraiment performante, ou du moins qui n'avait pas sa place à proprement parler sur un podium ou pour jouer des victoires. L'aventure Tyrrell se termine et il décide d'aller dans l'écurie Wolf, qui existe des cendres de l'écurie de Frank Williams, qui vient tout juste d'être rachetée et qui était un petit peu en train d'émerger comme une belle équipe en perspective fin 76, et pas manquer, première course de 77, il remporte le Grand Prix en Argentine et il fait une saison mais incroyable, Jody Scheckter. On est dans une écurie privée qui engage ses propres châssis, mais ça reste une équipe privée qui est financée par un milliardaire, mais qui n'est pas une équipe comme Ferrari ou McLaren qui vont continuer un peu à s'illustrer aux avant-postes. Et Scheckter termine vice-champion en 1977. Il a tout simplement continué à affirmer qu'il faisait partie des pilotes sur lesquels il fallait compter. Et je rappelle qu'en 77, c'est vraiment une saison qui est totalement éparpillée au championnat, et que c'est grâce à ça que justement Niki Lauda est devenu champion du monde. Donc il arrive quand même à s'affirmer comme vice-champion en 77. En 78, par contre, c'est une année à oublier parce que l'écurie Wolf n'est plus bonne du tout. Mais en 79, il y a le coup de fil de Maranello qui sonne et il ne peut pas le refuser. Il va donc chez Ferrari. Le début de saison est un petit peu compliqué. Il est aux côtés d'un très jeune Gilles Villeneuve qui est à son aise dans l'écurie, qui est incroyablement rapide, mais encore très très jeune. Et surtout, il va commencer un petit peu à prendre ses aises dans la Ferrari, il va commencer à gagner et à challenger Villeneuve, et surtout, dès l'instant que Scheckter va comprendre que son seul rival à ce moment-là, c'est son coéquipier, un coéquipier qui est très jeune, qui fait beaucoup d'erreurs, et lui, il va se mettre en mode épicier, comme on dit. Il va compter ses petits points, il va constamment essayer de ramasser le plus de points possible sans faire d'erreurs, et ça va marcher à la perfection, et ça va être aidé puisqu'en fin de saison, on a Williams qui arrive avec une nouvelle philosophie aérodynamique qui va les rendre presque imbattables, et c'est grâce à ça que Jody Scheckter va intelligemment remporter son titre. Il le remporte en plus à Monza, une magnifique victoire avec le titre qui vient aussi pour Ferrari à ce moment-là, et qui conclut un petit peu une carrière qui semblait mal partie et qui a été brillamment conclue. Je ne parlerai pas de 1980 parce que ce n'était pas bon du tout. Ferrari était catastrophique et il se fait détruire par Gilles Villeneuve à ce moment-là. Mais il faut savoir que c'était un peu la réputation des pilotes de cette époque. J'en avais fait une petite blague sur ma rétrospective, le meilleur pilote du monde, c'est que de 1977 à 82, on a 7 champions du monde différents. Et parmi ces champions, il y a seulement eu Niki Lauda et Nelson Piquet qui ont gagné à nouveau des titres. Simplement parce que on était dans une ère tellement mortelle de la Formule 1 que tous les champions admettaient un peu à demi-mot que une fois qu'ils avaient gagné leur titre, la vie commençait à prendre un autre sens et il se sentait moins enclin à prendre autant de risques qu'avant. Il conclut ainsi sa carrière, donc à la fin de la saison 80, il prend sa retraite et il devient fermier. Voilà. On va plus entendre parler de lui, il retourne en Afrique du Sud, à East London, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il va cueillir des vaches et traire des grains de blé, et on le verra plus que sur quelques événements à droite à gauche.
Et Jody Scheckter, c'est ainsi qu'il faut se rappeler de lui. On va oublier 1980, c'est un très grand pilote des années 70. C'est un pilote qui a roulé pour McLaren, pour Tyrrell et pour Ferrari, 3 grandes équipes dans lesquelles il s'est toujours montré au niveau. Et puisque je suis encore un peu sous l'émotion d'avoir parlé d'un champion avec une très belle carrière et aussi de très belles histoires à raconter, je vais laisser la parole à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un d'extrêmement compétent et connaisseur et qui aime autant que moi l'histoire de la Formule 1, qui va nous parler d'un de ses pilotes favoris. Je laisse la parole à l'ami Aurélien Attard de la chaîne Formule Moyen. Alors avant toute chose, je tenais à remercier le grand, le très grand, l'immense, le sublime, le fantastique, le fabuleux Bormule Flafla, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Donc un grand merci à lui. Il m'a donné l'opportunité, que dis-je l'opportunité, il m'a donné la chance de parler de Mario Andretti aujourd'hui. Alors ok, je vous l'accorde, Andretti, c'est pas le premier champion du monde qui nous vient à l'esprit quand on parle champion du monde de Formule 1. Mais attention, ne vous méprenez pas, le type est une véritable légende vivante. Quoique même mort, il serait une légende aussi, mais là n'est pas le débat. Pour faire simple, vous savez, les Américains, ils ont des sports très particuliers où le concept même repose sur le simple fait de tourner à gauche. Andretti, lui, il excelle dans ce domaine, le domaine du tourner à gauche. Mais attention, pas que dans ça. En fait, il excelle dans tout ce qui touche de près ou de loin au volant et aux 4 roues. Ce qui est surtout tragique avec Andretti, outre le fait qu'il fasse partie de ces champions oubliés avec, citons par exemple Phil Hill en 1961, Alan Jones en 1980 ou encore Mark Webber en 2010, c'est que sa carrière en F1 aurait été encore plus belle s'il s'était entièrement focalisé dessus. On va en parler tout de suite là, j'en ai vraiment gros sur la patate. Pour Mario, la vie et l'amour du sport automobile commence en Italie. Avant même de savoir lasser ses chaussures ou même faire des produits en croix, Mario et son frère jumeau Aldo s'amusaient à conduire pour de faux dans leur salon. La graine était déjà plantée donc, elle n'avait plus qu'à germer. C'est chose faite en 54. Mario a 14 ans et il se rend dans la même année au 1000 Miglia et au Grand Prix d'Italie. 2 événements majeurs de sport automobile à l'époque. Il a été marqué au fer rouge par le coup de volant d'Alberto Ascari, à la fois double champion du monde de Formule 1, mais également dernier Italien sacré alors qu'il est décédé il y a 70 ans tout de même. C'est désormais une évidence, Mario sera pilote. Cet objectif ne sera atteint que plus tard. La famille Andretti a le temps d'émigrer aux États-Unis. Et à l'âge de 19 ans, avec sa première paye, Andretti s'achète en secret sa première stock car qu'il emmène au circuit du coin. Le succès est immédiatement au rendez-vous. Andretti, tu lui mets n'importe quoi dans les mains, il gagne avec. Autodidacte, c'est rien de le dire. En l'espace de 5 ans, rendez-vous compte, un quinquennat. Il passe des courses de stock car anonymes dans sa région toute paumée des États-Unis, là, aux grandes épreuves d'IndyCar avec son nom placardé partout où il passe. Et là encore, même opposé à des mecs qui savent vraiment ce qu'ils font avec un volant, Andretti surclasse la compétition, il en met vraiment plein la vue à tout le monde. On va s'attarder un peu sur les stats si vous voulez bien. Andretti en IndyCar, c'est un premier podium au bout de 5 courses, une première victoire au bout de 17 et un premier titre au terme de sa première saison complète. Vous commencez à comprendre, le talent d'Andretti est tel que même la très européenne Formule 1 ne peut pas passer à côté de lui. On a Colin Chapman, le patron du Team Lotus, qui va lui faire les yeux doux et l'inviter à participer à son premier Grand Prix à la fin de la saison 68. Andretti n'a que 4 ans d'IndyCar dans les pattes, pourtant, sans jamais avoir piloté de F1 auparavant, il claque la pole pour son premier Grand Prix officiel. Bon, je dis officiel parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Je vais pas vous la raconter déjà que Formule Blabla a vraiment la bonté de m'inviter dans sa vidéo. Je vais pas commencer à monopoliser la parole pendant 145 ans. De Lotus, il passe à Ferrari en même pas 15 Grands Prix. Rendez-vous compte. 15 Grands Prix, il connaît 2 des plus grandes équipes de l'histoire de la F1. Vraiment, c'est aberrant là. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, il y a 3 secondes, je vous disais, Andretti, sa carrière en F1 aurait été plus belle encore si il s'était entièrement focalisé là-dessus. Pourquoi? Parce que à l'issue de la saison 72, Andretti, il dit ciao à la Formule 1 et il retourne en IndyCar. Pourquoi allez-vous me dire? Tout simplement parce que à l'époque, l'IndyCar payait beaucoup mieux qu'en Formule 1 et Andretti, il était un petit peu soucieux non seulement de ses finances bien sûr, mais également de la santé financière de ses proches. Pour recontextualiser un peu, on parle d'un temps où un pilote
de n'importe quelle compétition d'ailleurs, pouvait mourir vraiment à n'importe quelle course à laquelle il participait. Heureusement pour nous, amoureux de Formule 1, un retour se fait en 74 avec la structure de Parnelli Jones qui se casse la gueule au bout d'une saison et demie. Andretti, écoutez, il a remis un pied en Formule 1, il se dit je vais quand même rester, j'ai fait le déplacement. Il trouve refuge, je vous le donne en mille, chez Lotus bien sûr. Sauf que là, on n'est plus chez Lotus de la fin des années 60, on est chez Lotus du milieu des années 70 et ça a pas du tout la même gueule. Ça fait 6 saisons qui se trimballe la 72, qui était très compétitive à ses débuts mais dépassée au bout d'un moment, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, le modèle suivant, la 76, était un véritable étron. Donc là, chez Lotus, on est en panique, on a besoin de se relancer et on va chercher qui par la peau du derche? Andretti, bien sûr. On le rappelle, ça fait que 75 fois que je le dis, mais Andretti, c'est un véritable diamant brut. Avec Chapman et avec, bien sûr, tous les ingénieurs de Lotus et les mécaniciens, il va contribuer au développement de la première Formule 1 à effet de sol. Lui et Lotus vont monter en puissance au cours des saisons 76 et 77. Et bien sûr, en 78, la consécration, le titre pilote pour Andretti, le titre constructeur pour Lotus. Malheureusement, les célébrations sont entachées par la mort de Ronnie Peterson, qui était le coéquipier d'Andretti. Alors Peterson, c'est un excellent pilote. On peut même dire qu'il était meilleur qu'Andretti. Attention, je cherche pas à dénigrer Andretti, ça serait complètement con. J'essaye de vous le vendre depuis 5 minutes. Peterson était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, sauf que lors de son retour chez Lotus, on lui a fait signer un contrat de numéro 2, donc il devait rester derrière Andretti, qui n'a absolument pas démérité pour son titre. Citons quelques prouesses du pilote en Formule 1. Grand Prix du Japon 1976, sous des trompes d'eau bien sûr, le point culminant du duel pour le titre entre Hunt et Lauda bien sûr. Andretti va gagner ce Grand Prix avec un tour d'avance au minimum sur tout le monde. On peut également parler de sa première et sa dernière pole position en Formule 1, à chaque fois au volant de voiture qu'il découvrait, ou encore son record de victoire en 1977. Il a gagné plus de courses que Niki Lauda, qui a pourtant remporté le titre cette année-là. Ironie du sort, c'est la technologie qui l'a aidé à développer, qui le pousse à quitter la Formule 1 au début des années 80. Les voitures à effet de sol sont devenues incontrôlables, de véritables trains. Le plaisir de conduite n'y est plus, mais surtout, ces voitures sont des cercueils sur roues. On n'a plus du tout envie d'y foutre les fesses dedans. On aurait pu croire à une fin de carrière pour Andretti, qui venait d'entrer dans la quarantaine à l'époque. Mais que nenni, on parle d'un pilote qui adore véritablement la compétition. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retourne aux États-Unis, il continue l'IndyCar, il gagne et il s'arrête au début des années 1990. Donc il a plus de 50 ans là. Et fait véritablement remarquable, Andretti se sera imposé dans des championnats majeurs sur 4 décennies différentes. Années 60, 70, 80 et 90. Il aurait pu participer, alors là le conditionnel est véritablement énorme, aux 500 miles d'Indianapolis en 2003, donc à plus de 60 ans. Mais bon, déjà, c'était même pas sûr qu'il fasse la course, mais surtout, il s'est pris une énorme boîte en essai. Heureusement, il s'en est sorti indemne, ce qui est véritablement miraculeux. Et encore tout récemment, Andretti, il a pris le volant d'une McLaren à Laguna Seca dans le cadre d'une démonstration. Donc vraiment, le mec est increvable. En tout cas, ça serait chouette que cette vidéo et que mes modestes explications vous donnent envie de vous intéresser un petit peu plus à la carrière du bonhomme. Les articles ne manquent pas, les vidéos non plus sur YouTube, donc vraiment foncez. Et évidemment, encore un immense merci à Monsieur Blabla pour l'invitation, ce sera repayé au centuple. Eh bien, j'espère que ce sera payé au million de dollars. J'adore l'argent. Et pour conclure cette émission, on va parler d'un champion du monde oublié de chez oublié, si vous me permettez d'avancer de tels propos. Je vais parler de Mike Hawthorne en français, ou encore Michel Aubépine pour nos amis québécois. Premier vainqueur et premier champion du monde britannique en Formule 1, Mike Hawthorne, il fait partie de ces pilotes, à l'instar de Phil Hill, de Denny Hulme, ou encore de de l'autre, la Jody Scheckter, qu'on vient de voir, eh bien qu'on va foutre tout en bas de la liste des plus grands champions du monde de l'histoire. Mais bon, comme on l'a vu, même tout en bas de la liste des plus grands champions du monde de l'histoire, il y a déjà un niveau stratosphérique. Et Mike Hawthorne, c'est un niveau stratosphérique également.
Alors bien évidemment, je sais que il a laissé une marque indélébile et particulièrement sombre dans l'histoire du sport automobile. On va bien évidemment en parler, mais pour parler du personnage en tant que tel, c'est déjà un peu un extraterrestre dans ces années-là. Parce que Mike Hawthorn, on présente un peu le personnage très jeune, il arrive également, avec une petite vingtaine d'années en Formule 1, il a roulé même pas une saison ou deux en Formule 2 avec une Cooper avant que Ferrari ne le remarque et le fasse venir directement dans son équipe principale en 53. C'est un pilote qui se distingue physiquement parce qu'il était très grand. Il faisait 1m80. Je sais, certains vont dire c'est pas grand chose. Je rappelle, on est au début des années 50. Si tu t'intéresses un minimum au sport automobile ou même à l'aviation, et que tu as déjà vu en vrai des cockpits de pilotes, que ce soit automobiles ou d'avions, les petits avions de guerre, tout ça, parce que encore une fois, on n'est même pas 10 ans, enfin si on est un peu plus de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre, tu vois à peu près la taille qu'il faut pour entrer dans ces trucs, c'est minuscule. Donc, Mike Hawthorn, il fait 1m80. La moyenne des autres, c'est 1m65, 1m70. Faut savoir que plus t'es grand, plus c'est dur de te faire rentrer dans la machine. Donc déjà, il se démarquait physiquement dans le paddock avec ça. Il avait des cheveux d'un blond très clair, assez éclatant. Il est bien évidemment célèbre pour être toujours en train de porter ce petit nœud papillon, même en train de rouler derrière le volant, tout ça, c'était assez... Il était assez remarquable là-dessus. Il portait aussi ce casque, c'est ces casques un peu à visière qu'on voyait les pilotes porter pendant les courses de pluie. Lui, il le portait tout le temps comme ça. Et il avait toujours un immense sourire à la tronche. C'était le mec qui était toujours un peu en train de plaisanter, de taquiner. Il était connu comme étant quelqu'un de très fêtard. Donc voilà, c'était un petit rayon de soleil dans le paddock. Il se faisait remarquer très facilement. Et puis voilà, il était décrit comme extrêmement charmant, mais quand même avec un caractère assez trempé qu'il fallait pas non plus trop taquiner et qui savait se faire imposer. Donc on a un peu présenté le caractère de Mike Hawthorn et on arrive donc, je parlais un petit peu de ses débuts assez prometteurs en catégorie inférieure. Il débute très jeune comme je le disais, et pour dire, il fait sa première course avec Ferrari, donc dans une bonne équipe, en 1953 au Grand Prix de France. Et si tu as vu ma rétrospective de la saison 1953, tu sais de quoi je te parle. On parle de ce qui est qualifié peut-être encore aujourd'hui comme la course du millénaire. C'est un duel légendaire. On est bien sûr dans cette époque de domination de Alberto Ascari, son coéquipier chez Ferrari, où on avait les Maserati qui étaient pilotés par, je te parle de Fangio et de Gonzalez, des Cador de chez Cador, qui étaient en train de mettre une pression monstre sur les Ferrari. Et Mike Hawthorn, c'est celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans cette lutte, et il a réussi à tenir tête à Fangio pendant pratiquement toute la course. Encore une fois, pour son premier Grand Prix aux avant-postes, derrière lui, il a Fangio, même le mec, il a pas encore ses 5 titres, mais il est déjà réputé comme étant un monstre monumental, et il arrive à le tenir derrière lui pendant toute la course. On raconte que... Fangio raconte qu'il était tellement proche de Hawthorn qu'il arrivait à voir son niveau d'huile sur son... tableau de bord là, parce que oui, c'était vraiment à l'ancienne et c'est aussi ça que je trouve génial. Il y a aussi cette petite anecdote, mais que je trouve magnifique, qui montre un peu qu'on était dans une différente époque et un peu la courtoisie des pilotes de cette époque qui avaient conscience qui pouvaient s'entretuer vraiment et même s'auto-tuer pendant qu'ils roulaient. On était sur le tracé de Reims qui était assez étroit et à un moment Hawthorn il est en train de dépasser un pilote attardé et il sait que du coup derrière Fangio ne va pas voir ce qui se passe. Du coup Hawthorn il se décale encore plus
Ils mettent 2 roues dans l'herbe, hein. Je te rappelle la taille des roues des bagnoles à cette époque. Il met 2 roues dans l'herbe juste pour laisser Fangio profiter un peu d'une vue dégagée pour qu'il puisse également bien dépasser le pilote retardataire et pas se mettre en danger. Et quelques tours après, Fangio, il va même aller se porter à la hauteur de Hawthorne pour lui faire un petit geste, pour lui dire merci. Moi, cette anecdote, elle m'a... Voilà, je la trouve incroyable. Et du coup, là, il marque une victoire mémorable. Hawthorne, je me suis un peu attardé dessus, excusez-moi, mais vous savez, une fois que je suis parti... je vais acheter du lait et je reviens peut-être pas, mais comptez pas sur moi pour ramener la brique de lait. Et on continue sur les saisons suivantes chez Ferrari. Malheureusement, les saisons deviennent un petit peu plus difficiles et fin 55, il quitte la Scuderia. Un petit peu marre, il se dit je vais tenter une aventure britannique. Il part chez Van Wall. Bon, il aurait pas fallu faire ça. Il va même tenter BRM l'année suivante, ça va pas marcher du tout. Et il va finir par revenir chez Ferrari en 57. Et il va avoir sa dernière opportunité de titre en 1958 et il va la saisir. Il va devenir le premier pilote à remporter un titre avec une seule victoire pendant la saison. Il y aura que Rosberg qui va répéter cet exploit en 82. Quoi qu'il en soit, c'était une saison très disputée puisque à côté, il y avait les Van Wall de Sterling Moss par exemple. Il y avait aussi ses coéquipiers Peter Collins et Luigi Musso. Il faut en parler de ces deux-là puisqu'ils vont être assez déterminants. Je parlais donc de cette victoire, sa seule victoire de 58, qui sera sa 3e seulement et dernière victoire en Formule 1. C'est d'ailleurs le champion du monde qui a le moins de succès avec Phil Hill, mais bon, encore une fois, dans cette époque, c'est à peu près normal, il y avait pas beaucoup de courses et les saisons, comme je le disais, étaient généralement assez disputées. Et du coup, il y a la guerre interne contre Luigi Musso et Peter Collins. Alors, ça faisait un peu copain, mais il faut savoir que Luigi Musso était particulièrement, a commencé un petit peu à se sentir exclu de l'équipe. En tant que pilote italien, il était naturellement à sa place chez Ferrari, mais il avait l'impression que Peter Collins et Hawthorne, c'était des grandes personnalités. Ils étaient très bons et ils étaient un peu en train de s'attirer l'attention et il se sentait un peu rejeté. Et c'est quelque chose qui a fini un peu par se sentir au fur et à mesure des années chez la Scuderia. Et lorsque Hawthorne gagne son Grand Prix à Reims en 58, il fait le Grand Chelem, c'est-à-dire pole, meilleur tour, victoire, course menée de bout en bout, mais c'est à ce Grand Prix que Luigi Musso va se tuer. La célébration est naturellement très délicate. Elle est très délicate à cause du contexte et il va falloir continuer à vivre avec, mais bon, c'est cette époque. Et on continue avec le Grand Prix en Allemagne, au Nordschleife, où cette fois c'est Peter Collins qui va perdre la vie. Et là, ça va être vraiment un coup de massue très difficile pour Hawthorne et pour toute la Scuderia Ferrari. Et comme je le mentionnais plus tôt, il y a eu une énorme tache d'ombre sur la carrière de Mike Hawthorne. Ce drame, c'est l'édition 1955 des 24 heures du Mans. Il concourait alors avec Jaguar. Je rappelle qu'il venait de quitter Ferrari. Il voulait tenter une nouvelle expérience et un peu se dégager du temps pour gérer sa vie. Et quand même, il se retrouve dans la belle écurie Jaguar. Il est en train de jouer la victoire. Et en entrant au stand, il y a un gros quiproquo, un très gros accident. Le pilote Pierre Lévesque ainsi que plus de 80 spectateurs perdent la vie dans cet accident. C'est l'événement noir du sport automobile. Je ne vais pas entrer en détail parce que on va pas s'attarder là-dessus et je préfère laisser de grands experts en parler. C'est pourquoi je vais vous renvoyer vers l'ami Michael DeForest de la chaîne Racing Café qui a fait toute une rétrospective pour le centenaire des 24 heures du Mans et il a évidemment consacré une petite émission qui revient sur la décennie des années 50 et particulièrement sur cet événement. Et je pense également à un autre créateur de contenu que je ne connais pas du tout personnellement pour le coup, Carpaedia, si je n'écorche pas son pseudonyme, qui a fait également une petite émission d'une 15aine de minutes consacrée à cet accident. Donc je vais bien évidemment vous joindre les liens quelque part. On va dire
Normalement, c'est de ce côté, donc je vais dire là, comme ça fera un mauvais... genre, je vais faire là, et de l'autre côté, vous allez voir le truc qui apparaît. Donc voilà, quelques petits trucs pour aller se renseigner, comme ça, moi, j'ai pas assumé de ne rien savoir, et quand même, je vous donne des éléments pour que vous vous informez. Excuse-moi, je t'ai vous voyez. Bref, du coup, on a tout ça qui pèse un peu sur Mike Hawthorne, et en fin de saison, il remporte le titre. Petite dédicace à Sterling Moss en plus qui a joué en faveur du titre de Hawthorne, puisqu'au Grand Prix du Portugal, si je dis pas de bêtises, il y a eu un petit moment où il se retrouve à l'envers, il est reparti, il a fait son demi-tour, et il a été disqualifié pour avoir roulé quelques mètres en contresens. Et après la course, Sterling Moss, il a fait... Vous le disqualifiez pour ça. Allez, enlève la vas-y. Qualifie-le. Voilà. Et du coup, ce sont des points que Hawthorne a récupérés et qui lui ont permis de gagner le titre. Et Sterling Moss a pu conserver ainsi le titre du plus grand pilote jamais titré. Une fois que Hawthorne a remporté ce titre, on a une saison 58 qui a été très lourde. Il a un héritage très lourd, un peu qui lui colle un peu toujours au basque. Et il annonce sa retraite immédiatement après son succès. Il nous apprend en plus de ça qu'il souffre d'une grave maladie, c'est d'une insuffisance rénale si je dis pas de bêtises. C'est une annonce assez violente. Et puisque il y a certains qui sont condamnés à avoir que des trucs pas très joyeux qui tournent autour d'eux, Hawthorne perd la vie dans un accident de la route. On est au début de l'année 59. Il sortait tout juste d'un gala où on honorait tout simplement sa carrière, son titre, et en rentrant à la maison, il perd le contrôle de sa voiture, d'une de ses Jaguars, et il s'est écrasé dans un arbre. Et ainsi s'achève la vie de Mike Hawthorne d'une manière... J'ai l'impression d'avoir plombé l'ambiance, je suis désolé. Ah ouais, non, là, c'est... Excusez-moi, là, il va falloir un petit boost, on va s'en arrêter là, je crois. Tu peux nous préparer un petit film ou deux, là, après, pour qu'on se requinque? La vie est belle. Ouais, je connais pas, c'est italien. Ah, je pense qu'il y a moyen de se marrer un petit coup, ça va faire du bien, un petit film italien. Et la ligne verte, allez, la ligne verte. C'est marrant, c'est comme Formule Blabla, c'est vert. Allez, la ligne verte et la vie est belle. Vous aussi, trouvez-vous un petit truc pour vous remonter le moral, ça va pas faire mal. Merci de nous avoir écoutés, merci à Formule Moyen pour sa petite participation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il fait pas grand-chose parce que c'est une feignasse, mais c'est quand même des bons trucs qu'il propose. Des bisous et à bientôt.